Sondage Odoxa que nos auditeurs connaissent bien, vous le savez, chaque mois Odoxa pour AJP et Challenge BFM Business sonde le moral des Français, un moral qui n'est pas au mieux. Non, qui n'est pas au mieux. Vous avez déjà pitché, Raphaël, les enseignements clés. Notre baromètre est effectué chaque mois avec un indice de morale économique, un peu à la manière de l'indice de morale de l'INSEE, même s'il est construit différemment. Et chaque mois, on suit ça. Et puis, il y a des questions d'actualité sur l'actualité économique du moment. Quand on regarde sur le temps long, notre indice de morale économique, parce que les auditeurs qui nous suivent savent que fallait pas l'inviter, en gros, à chaque fois que je viens vous présenter les résultats, c'est pour dire que les Français sont pessimistes, alors plus ou moins fortement. Mois après mois. Mais là, on a regardé, on a pris un peu de recul sur la focale, et on a regardé comment se situait notre indice de morale économique depuis une vingtaine d'années en gros, et on s'est rendu compte que finalement, depuis l'après-dissolution, jamais, au grand jamais, l'indice de morale économique que nous mesurons n'avait été aussi bas sur une longue période. Entendons-nous, avoir 80% de Français qui disent « j'ai moins confiance en l'avenir de la situation économique du pays », un mois donné, on a déjà vu ça. 2 ou 3 mois de suite, on a déjà vu ça. C'est la durée. Mais sur une période aussi longue, être cranté dans une espèce de déprime, de morose profonde, je vous donne les niveaux en indice. On est sur un indice depuis l'après-dissolution de moins 64. Donc ça peut aller de plus 100 à moins 100. On est à moins 64. Avant la dissolution et depuis la réélection d'Emmanuel Macron, donc depuis 2022 jusqu'à la dissolution, pendant un peu plus de 2 ans, on était sur un indice de moins 54. Donc on est 10 points en dessous. À l'époque de Macron 1, pendant tout le premier quinquennat, on était sur un indice de moins 38. Donc on a perdu près d'une trentaine de points d'indice par rapport à cette époque-là. Et sous François Hollande et Nicolas Sarkozy, où les indices de morale étaient déjà extrêmement mauvais, on était en moyenne à moins 45 sous François Hollande et à moins 46,5 sous Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que vous avez en gros, pour faire simple, une vingtaine de points d'indice de moins dans la figure depuis la dissolution. Ça nous a vraiment tués en termes de perspectives d'avenir, parce que les Français étaient déjà très sévères sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais regardez l'avant-dissolution et la période Macron 1, on était sur des indices de morale qui, au regard du pessimisme latent des Français... Oui, c'est ça, parce qu'on partait déjà... Voilà, il faut benchmarker. Au regard du pessimisme latent des Français, n'était pas si mauvais. Et donc, il se passe bien un truc, depuis la dissolution, que les chefs d'entreprise qui sont nos clients, avec qui on travaille, nous disent régulièrement, qui est cette absence de perspective, cette absence d'horizon, ce sentiment que ça ne peut aller qu'un peu moins bien le mois suivant, et qu'il n'y a aucune chance que ça puisse se décanter d'ici à la présidentielle de 2027, à moins qu'il ne se passe quelque chose, une dissolution, une démission du président, des choses assez improbables. Donc c'est ça l'histoire économique de notre pays aujourd'hui et du moral économique de nos concitoyens et accessoirement des chefs d'entreprise aussi. On va voir si le fait qu'on ait passé le budget enfin améliore ce sentiment des Français. Est-ce que ça avait été le cas l'année dernière Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous mi-février, est-ce que le moral des Français s'était amélioré? Oui et non. C'est-à-dire, oui, vous avez des améliorations ponctuelles. C'est pour ça que je prenais on recule la focale, on regarde sur des tendances plus longues. On a déjà eu des améliorations parce qu'on a eu peur qu'il n'y ait jamais de budget et puis finalement, il y en a eu un de voté. On pouvait craindre une censure. Alors, c'est pas que les Français craignent la censure, c'est ses conséquences plutôt. Et puis finalement, ça n'a pas lieu. Mais ça va rien changer parce que globalement, budget ou pas budget, de toute façon, dans notre précédent sondage politique, on voyait que les 3/4 des Français nous disaient « ce budget est mauvais ». 74%. Et il faut le voter pour une majorité d'entre eux, alors qu'il est mauvais, mais parce qu'il faut bien avoir un budget. Donc vous comprenez bien cette situation qu'on sent bien quand on parle autour de nous à des amis, quel que soit leur bord politique ou leur métier. C'est l'idée qu'on n'a aucun moyen d'avoir la moindre perspective, puisque on vit dans quel que soit le pays d'ailleurs, mais particulièrement en France, dans un pays où l'État est fort, centralisé, et où, à partir du moment où il n'y a aucune législation, aucune loi durable qui peut être conduite, aucune réforme importante qui peut être menée, parce qu'il n'y a pas de majorité, eh ben, les chefs d'entreprise, les salariés ne savent pas où ils vont. Bon. Et pourtant, on voit une économie qui tourne. Je veux dire, la croissance s'améliore. On reste à autour des 1% en France. Je veux dire, on n'est pas booming Roland Gillet. Ça reste quand même très atone. Mais l'investissement repart. La croissance s'améliore un petit peu. On devait faire 0,7 points de croissance en 2025. On a fait 0,9 au final. On attend 1% cette année. Et on voit que finalement, le monde de l'économie fait sécession de plus en plus avec le monde politique. Parce qu'il faut bien avancer, après tout.
Oui, mais il y a deux choses. C'est triste ce que vous dites. Hein. C'est un constat qui, moi, même si je suis belge, je suis quand même souvent en France et j'ai beaucoup d'amis français. Donc c'est triste ce que vous dites là comme constat. C'est que ça ne s'améliore pas et que ça dure depuis longtemps. Vous l'avez très bien dit, c'est répétitif. Et il n'y a pas eu besoin qu'on soit dans les problèmes actuels pour voir dévisser le déficit français, la dette s'accroître. De l'autre côté, par rapport à ce que vous avez dit, dire qu'effectivement on a une croissance un peu plus forte quand on dépense à tout va, puisque le déficit n'est jamais qu'aussi la conséquence parce qu'on vit au-dessus de ses moyens, c'est normal quand même que ça se reflète à un moment donné dans la croissance. Hein. Donc il faut voir aussi cet aspect-là, mais il faut voir si ça vient d'un investissement qui donne des résultats récurrents ou de la dépense sociale non contrôlée qui demande à être financée chaque année, ce qui est quand même très différent. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les reins solides pour pouvoir espérer qu'au niveau de la sécurité sociale, des retraites, on ne devra jamais faire les efforts qu'on n'a jamais faits, qui expliquent aussi les déficits. Donc il y a cet aspect-là. Par contre, de l'autre côté, et c'est ça que je voudrais dire dès le début, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le côté rien n'est perdu, heureusement, et surtout regardons ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je suis très séduit par ce qui s'est fait en Espagne, parce que ces gens ont vécu une période très difficile il y a plus d'une dizaine d'années, avec la crise immobilière, les effets derrière. Et au début, ils ont fait des efforts, beaucoup d'efforts. J'étais dans des comités d'accompagnement là-bas, et je le disais souvent, je suis pour pousser des efforts, mais ce n'est pas moi qui les fais. C'est différent quand on est dans un pays, et que quand on conseille des efforts en tant que conseiller, on y paye des impôts, puisqu'on les fait aussi. Donc moi, je ne faisais pas les efforts, mais je conseillais d'en faire. Et c'est vrai que des gens me disaient, écoute, c'est un peu facile, mais avec le temps, quels que soient les gouvernements, un enchaînement de courage, ces gens sont arrivés aujourd'hui à avoir les résultats que vous connaissez, avec une croissance forte et surtout, une visibilité pour les entrepreneurs et pour le reste. Évidemment. Et j'ai vu justement là-bas, et regardez les résultats aujourd'hui au niveau de la croissance, mais aussi au niveau du reste. 3% de croissance, l'Espagne. De l'économie en Espagne. J'ai vu des cadres français. Je revois les mêmes, donc des cadres, pas actionnaires, hein, des gens qui sont dans les entreprises. À l'époque où ça tournait mal avec la crise immobilière là-bas, là, c'était plutôt la crainte des Espagnols de voir leur cerveau partir vers les grands pays, dont l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, j'ai vu des gens, notamment à Séville, où c'était des cadres qui avaient un emploi en France, qui étaient contents de la France en tant que Français, qui étaient contents aussi de leur travail, mais qui disaient « on vient pour essayer de voir sur le marché du travail ici si on ne pourrait pas trouver un salut pour le moral, un salut pour la continuité, parce qu'ils disent faire des investissements où on sait que c'est le long terme qui compte, dans une atmosphère délétère sur le côté de la morale, comme vous le dites, qui continue à ne pas être positif, ça minait un peu leur morale dans la qualité de leur travail. Et donc, c'est des gens qui avaient parfaitement leur place ici, qui étaient tout à fait heureux de ce qu'ils y faisaient en tant que professionnels dans leur métier, mais qui disaient on a envie quand même d'être dans un pays où on voit clair. Et on voit clair, c'est-à-dire on a une solution. Et j'ajoute juste encore un dernier mot. Regardez le gouvernement quand même de Sanchez aujourd'hui. Il n'a pas pu voter son budget. Il lui manque des indépendantistes. Mais il s'en sert pour dire, et personne n'en a peur, quand il sera voté, et il sera voté, les indépendantistes étant plutôt des gens étiquetés à droite, on va donc mettre la même rigueur, pas austérité, mais rigueur dans le budget, de telle façon à continuer les efforts. Et je répète, ce qui est terrible, c'est quand on regarde terrible dans le bon sens, c'est que les gens qui ont eu difficile à faire les efforts, les plus larges d'ailleurs, depuis les plus faibles, moins d'efforts, jusqu'aux plus riches et aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, ils ont le goût de l'effort par la réussite et le patriotisme qu'ils ont dans leur pays. Ils sont contents du résultat. Ils voient les résultats, ils voient que ça fonctionne. Et j'ai vu parfois dans des émissions en France voir le miracle espagnol, ça n'a absolument rien à voir d'un miracle. C'est des efforts. Ils ont bossé. 10 ans, voilà. Et par contre, c'est positif. Ça veut dire qu'en partant de là, si on trouve des mesures en France et qu'on se tenait, comme vous le disiez tout à l'heure, avec un cap qui reste, avec un capitaine qui reste sur le bateau avec le même cap, je pense qu'on vous obtiendrez tout de suite des résultats nettement meilleurs en tous les cas. Je voulais juste qu'on parle d'un mot du baromètre, de l'eurobaromètre aussi, parce que ce sentiment, ce pessimisme français, il joue aussi sur l'Europe. Du côté français, en tout cas, seuls 38% des Français conservent une image positive de l'Europe, contre 49% en moyenne. Je pense qu'en Espagne, l'europhilie est à un niveau un peu supérieur. Donc, est-ce que on peut dire que ce qui se passe à l'intérieur se rejette à l'extérieur, si je puis dire? Oui, puisque vous avez régulièrement, pour ceux qui se font, qui surfent un petit peu sur la déprime des Français, un certain nombre de partis politiques jouent là-dessus. Vous avez l'idée de l'accusation de l'extérieur. Pourquoi est-ce que vous êtes en souffrance? Si ça va mal, c'est la faute à Bruxelles. Alors si ça va mal, c'est de la faute à Bruxelles. Et si on vous demande des efforts, c'est de la faute à Bruxelles aussi. Et quand il y a des éléments incontestablement positifs qui émanent de Bruxelles à l'égard de la France, on peut penser à l'agriculture avec la PAC, on peut penser à tout un tas de sujets, c'est complètement passé sous silence ou c'est complètement retourné. Et donc vous avez dans les pays en déprime
un rejet aussi beaucoup plus important des organismes internationaux et notamment de l'Union européenne. On n'a pas abordé un autre sujet qui est aussi notre modèle social, mais vous l'avez évoqué dans votre lancement, Raphaël. Mais ça aussi, c'est intéressant de voir comment on peut être déprimé là-dessus. On va y venir, on va le relier. Roland, juste simplement par rapport aux Espagnols qui vont bien maintenant, quand je parle de la France, je leur dis, écoutez, au lieu de sourire un peu aujourd'hui, puisque avant eux souriaient quand vous étiez pas bien, ils parfois étaient un peu arrogants, je suis désolé de vous le dire, puisque je voyais un peu comment ça se passait, le regard de la France sur une Espagne qui pataugeait avec la crise qu'elle a subie. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt sur le côté, pour une fois, c'est pas les mêmes qu'on monte du doigt, les pays du Club Med, c'est pas que nous, et en plus, ils ont facile de dire, regardez le Portugal, la Grèce et jusqu'à l'Italie, pour le moment, ils se comportent pas si mal par rapport, en tous les cas, leur déficit public et leur contrôle. Et donc, ils disent derrière, mais moi, tous des éléments qui ne sont pas très positifs, je leur dis, c'est très malheureux dans une Europe qui voudrait un tout petit peu plus s'unir, d'avoir, quel que soit le pays, des gens qui pensent que parce qu'il y a eu des éléments du passé qui prouvent qu'il n'y a pas eu de solidarité, en tous les cas, au niveau du moral et au niveau de la manière de mener les affaires, on soit content que la France patauge, parce que c'est quand même la deuxième économie de la zone euro. Et je dis c'est pareil avec l'Allemagne. Regardez d'ailleurs ce qui se passe pour le moment. Je dis juste ce point-là. Vous voyez que l'Italie et l'Allemagne sont en discours direct maintenant. Absolument, un nouvel axe. Le côté pouvoir avancer en termes d'axe, c'est difficile d'avancer, non pas qu'ils renient la France, loin de là, mais c'est difficile d'avancer, donc ils préfèrent le faire en bilatéral avec de nouveau en Italie. C'est le fédéralisme pragmatique mais voyez, dont ça parlait Mario Draghi. Mais ça veut dire aussi que Mélanie a au moins une qualité, c'est d'avoir tenu un gouvernement et de lui laisser le temps de donner certains résultats en dehors de ce qu'on lui prête sur le côté nationaliste et le côté extrême droite. Mais sur le reste, c'est quand même, ça va quand même mieux en Italie depuis qu'il y a une trajectoire avec des mois et des trimestres où c'est la même logique qui prévaut que d'avoir des changements permanents. Donc je crois que ça joue énormément aussi sur les bilatérales avec la France et d'autres pays. Et évidemment, il faut qu'on revienne sur le modèle social. Effectivement, vous avez sondé les Français sur l'allocation sociale unique. Exactement, l'allocation sociale unique qui a eu plusieurs noms par le passé, ça fait une dizaine d'années que c'est dans les tuyaux cette idée. Donc vous savez, c'est l'idée de regrouper l'ensemble des prestations sociales existantes, RSA, prime d'activité, prime de rentrée scolaire, etc., sur une seule allocation. Alors quand on explique le principe aux Français, les 3/4, à peu près, un peu moins, 72% des Français nous disent ça c'est bien, c'est une bonne idée, j'y suis favorable, et à peu près quel que soit leur milieu social, leur niveau de revenu, même quelle que soit leur orientation politique. Ça c'est assez intéressant à soulever. Et pourquoi ils nous disent ça ? Parce qu'ils y voient tous les avantages que lui prête le gouvernement. Ils pensent que ça simplifierait les démarches pour les demandeurs, donc que c'est gentil, 85% des Français le pensent. 2, ils pensent que ça éviterait aussi que beaucoup de gens, ou trop de gens, cumulent des tas d'aides sociales et arrivent à se faire des revenus. Une vision de droite. Voilà, arrivent à se faire des revenus confortables. Un bel objet politique. Exactement. 74% des Français sont d'accord avec cette idée. Et puis, un petit coup de gauche, ça permettrait à plus de Français de bénéficier des aides, parce que c'est vrai qu'il y a c'est un maquis assez complexe. Il faut avoir fait Polytechnique pour arriver à comprendre quelles aides vous pouvez utiliser. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier d'aides, qui ne bénéficient pas de ces aides. Et ça, les Français l'ont intégré. Et donc, ils voient aussi cet aspect-là d'un bon œil. Là-dessus, sur l'aspect plus de droite, c'est-à-dire il y a trop d'assistanat, il y a des gens qui peuvent cumuler trop d'aides, il y a des différences gauche-droite évidemment, il y a des différences sociales, il y a des différences générationnelles. Ça ne plaît pas à tout le monde cette idée, mais une majorité de Français y adhèrent. Mais plus globalement, et ça fait 20 ans qu'on entend ce discours en France et ça a capillarisé, on a près des 2/3 des Français qui pensent qu'il y a trop d'assistanat en France, que notre modèle social aurait trop d'effets pervers et qu'il n'encouragerait pas assez à faire des efforts. Donc cette idée qui était essentiellement ancrée à droite il y a une vingtaine d'années, qui a été défendue au moment du Travailler plus pour gagner plus par Nicolas Sarkozy par exemple, aujourd'hui elle est à peu près présente dans la plupart des milieux sociaux et des sympathies partisanes. Et ce qui est dingue, Gaël Mac, c'est qu'on a fait exactement l'inverse dans le projet de loi de finances. Là, on a quand même 2 Français sur 3, 64%, qui estiment que notre système de protection sociale est trop généreux. On a supprimé tous les efforts dans le projet de loi de finances et dans le budget de la Sécu là pour 2026. Oui, en fait, l'avantage d'avoir ce budget, c'est juste d'avoir un budget. Sinon, en dehors de ça, c'est clair qu'on ne fait pas d'efforts. Mais cela dit, cette position sondagière qu'on connaît, parce qu'elle est historique, même si elle ne fait qu'augmenter. Elle se crache dès qu'on arrive dans le détail. C'est-à-dire qu'en gros, chaque Français
dit oui, l'assistanat, il y en a trop, le système social est trop généreux, prenez à mon voisin. Mais en gros, je veux dire... c'est jamais soi, les efforts pour les autres. C'est not in my backyard, voilà, not in my garden. Je veux dire... On parle de l'assistanat parce qu'on pense, en fait, je sais pas, on a toujours un peu ce cliché des chômeurs qui roulent en BMW, en trichant en attrapant le RSA et puis les allocations sur le chômage, un peu de travail noir. Bon, en fait, quand on regarde le système de protection sociale, déjà, il faut quand même dire que les premiers bénéficiaires de ce système, ce sont les retraités. Voilà, je veux dire, ce qui pèse le plus dans le PIB de la France, 14%, c'est les retraites. Oui. Et après, quand on regarde... Il y a un quart des dépenses publiques. Voilà, quand on regarde le système de santé en France, qui est également un système généreux, je veux dire, les 2/3 des dépenses sont en faveur des plus de 60 ans. Je ne pense pas que les personnes qui sont contre l'assistanat pensent forcément à ce public quand ils réfléchissent et qu'ils disent que le système social est trop généreux en France. Et globalement, ce problème vraiment de l'effort, c'est vraiment, et en ce sens, c'est vrai, je vous rejoins sur l'Espagne, le Portugal, la Grèce, un peu moins l'Italie, mais voilà. Moins l'Italie. Mais une transition parfaite, Gaëlle, pour... Voilà, cette logique de l'effort en France, on ne l'a vraiment pas, et elle n'est pas portée par les politiques. Les politiques qui le portent, ça ne leur porte pas chance. Et les politiques qui ont le plus d'audience sont ceux qui sont toujours contre toute économie.